Le semestre était terminé, et les 9 étudiants étaient tellement excités de rentrer chez eux pour Noël qu'ils ont loué un petit bus, leur rire remplissant l'air. Ils parlaient de ce qu'ils allaient manger, des cadeaux qu'ils allaient offrir, et de la joie de revoir leur famille. La route s'étendait devant eux, lisse et longue comme un ruban sous le soleil doré. Des arbres bordaient les côtés, les feuilles se balançant doucement comme pour dire au revoir aux étudiants. Tout semblait parfait, c'était le genre de journée où l'on sent que rien ne peut mal tourner. Puis soudain, le bus ralentit, le conducteur, un vieil homme au visage comme une igname séchée, plissait les yeux vers l'avant. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il en pointant sur le côté de la route. Une vieille femme se tenait là, son pagne gris flottant librement autour de son corps mince, et ses mains agitaient désespérément l'air. « Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi » criait-elle, sa voix craquant comme du bois sec. Les étudiants se penchaient hors des fenêtres, leur cœur s'adoucissant. « Arrête maintenant, disait Boa, le doux. Elle a besoin d'aide. » Le conducteur secoua la tête. « Cette route est dangereuse, je ne lui fais pas confiance, dit-il en serrant le volant fermement. Continuons. Mais les étudiants ne voulaient pas l'entendre. Ah, oncle conducteur, comment pouvez-vous dire ça demanda Tommy, les yeux écarquillés. Ne voyez-vous pas qu'elle est une vieille femme? Et si c'était la grand-mère de quelqu'un? Les autres acquiesçaient, plaidant avec le conducteur pour qu'il s'arrête. À contre-séhur, le conducteur soupira et se gara, marmonnant sous son souffle. Les étudiants sortirent du bus, leurs visages rayonnant de bonté. « Maman, ne t'inquiète pas, dit Ali, essayant de réconforter la femme. Nous t'aiderons. » Le visage de la vieille femme s'illumina comme une bougie dans l'obscurité. « Merci, mes enfants, dit-elle, la voix tremblante. » Mais derrière son sourire se cachait quelque chose de bizarre, quelque chose de caché, comme un serpent dans l'herbe haute. Et c'est ainsi que les étudiants tombèrent droit dans un piège. Mais avant que quiconque puisse faire un autre pas, la vieille femme poussa un sifflement perçant. Il traversa l'air comme une lame, donnant des frissons dans le dos des étudiants. Des buissons, des hommes armés de fusils jaillirent comme une meute de loups, leurs visages cachés par des masques et leurs voix ordonnaient « Tout le monde à terre maintenant !» Les étudiants se figèrent, le cœur battant comme des tambours parlants. « Qu'est-ce que c'est » murmura H.I.S., la voix tremblante. « L'allongez-vous » aboya l'un des hommes en agitant son fusil. « Faites ce que je dis ou je tire. » Les étudiants tombèrent au sol, tremblant comme des feuilles prises dans une tempête. Les hommes agissaient rapidement, liant leurs mains derrière leur dos avec des cordes rugueuses. Des bandeaux furent noués serrés autour de leurs yeux, les plongeant dans l'obscurité. « S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal, supplia Shamaka, la voix brisée comme du verre. Les kidnappeurs ignoraient leurs cris. « Ou bougez » criait-il en poussant les étudiants vers la brousse. En trébuchant dans la forêt épaisse, le bruit du moteur du bus redémarrant résonnait faiblement au loin. La vieille femme, que les kidnappeurs avaient utilisée comme appât, avait disparu, et leur liberté aussi. Les kidnappeurs poussaient les étudiants plus profondément dans la forêt, leurs mains rugueuses les poussant en avant. La forêt était sombre et le chemin inégal, rempli de racines qui attrapaient leurs pieds comme des mains cachées. Les étudiants trébuchaient et tombaient, les genoux raclant contre le sol. « Continuez à avancer » aboyait l'un des hommes, la voix tranchante comme un fouet. Les bandeaux rendaient les choses pires, les étudiants ne pouvaient pas voir où ils allaient, ils pouvaient seulement entendre le ululement des chouettes, le grésillement des criquets, et le bruissement des feuilles qui sonnaient comme des chuchotements. Chaque son faisait battre leur cœur plus vite, on aurait dit que la forêt elle-même était vivante et les observait. Shamaka trébucha sur une racine et tomba lourdement. « S'il vous plaît, je ne peux plus marcher » cria-t-elle, la voix tremblante. Mais l'un des hommes la secoua brutalement. « Bouge ou je te laisse ici pour les animaux sauvages » grogna-t-il. Enfin, ils atteignirent une clairière, les kidnappeurs poussèrent les étudiants au sol, les cordes autour de leurs mains et les bandeaux furent enlevés et pour la première fois, les étudiants pouvaient voir clairement leur ravisseur. Il y avait 5 hommes, chacun ayant l'air plus dangereux que le précédent. « Écoutez » cria l'un des hommes, sa voix résonnant dans la nuit. « Appelez vos parents, dites-leur d'apporter de l'argent s'ils veulent vous revoir vivant. » Les étudiants échangèrent des regards terrifiés, leurs mains tremblantes alors qu'ils atteignaient leur téléphone. Un par un, ils appelèrent leurs parents, leur voix remplie de peur.
Maman, ils m'ont kidnappé, dit Ali, la voix craquant. S'il vous plaît, envoyez de l'argent, ils ont dit qu'ils me tueront. Et puis, un par un, les autres suivirent, appelant leurs parents et les suppliant de coopérer avec les kidnappeurs. Après chaque appel, l'un des hommes armés prenait brutalement leur téléphone et disait à leurs parents, « Si vous voulez vraiment revoir votre enfant en vie, vous devriez déposer l'argent avant le coucher du soleil demain. » Puis, avec cela, il raccrochait le téléphone et passait au suivant. Deux des étudiants, Huck et Bola, étaient chanceux, leurs parents étaient riches et acceptaient de payer la rançon rapidement. Les kidnappeurs les détachaient le lendemain matin après avoir reçu les paiements et les laissaient partir, les poussant de nouveau vers la route. Mais pour les autres, l'espoir commençait à s'évanouir. Khayyam était assise tranquillement, les larmes coulant sur son visage, sa mère était une veuve pauvre et Khayyam savait qu'il n'y avait pas d'argent à envoyer. Les kidnappeurs regardaient les étudiants restants et ricanaient. « Le reste d'entre vous ferait mieux de prier, dit l'un d'eux froidement, parce que si vos familles ne paient pas, vous ne verrez pas demain. » La forêt devenait plus sombre et la nuit semblait plus lourde, comme une épaisse couverture de peur pesant sur eux. Les étudiants se blottissaient les uns contre les autres, leur cœur coulant comme des pierres dans l'eau. Les jours passaient lentement, comme le tic-tac d'une horloge cassée. Pour les étudiants qui restaient, la peur s'enroulait autour d'eux comme une chaîne froide et lourde. Les voix des kidnappeurs devenaient plus fortes, leurs visages plus sombres, chaque fois qu'ils criaient, on aurait dit du tonnerre dans leur cœur. « Vous pensez que nous jouons avec vous » rugit l'un des hommes, ses yeux brûlants comme le feu alors qu'il attrapait un étudiant et le traînait. « Non, s'il vous plaît, non » criait le garçon, mais ses cris étaient engloutis par la forêt. Quelques minutes plus tard, un coup de feu retentissait, déchirant l'air comme une lame, et un silence suivait. Le garçon avait été abattu, sa famille n'ayant pas réussi à rassembler l'argent nécessaire. Les étudiants restants se blottissaient ensemble, tremblants et pleurant. « Pourquoi font-ils cela » chuchotait Tommy, sa voix tremblante comme une feuille au vent. « Pour nous effrayer » répondait Ali, sa voix à peine audible. « Pour effrayer nos familles à payer. » Mais la peur n'était pas suffisante pour arrêter les kidnappeurs. Chaque jour, ils prenaient un autre étudiant, et chaque jour, un autre coup de feu résonnait dans la forêt, emportant la vie d'étudiants innocents, un par jour. Les étudiants pleuraient, suppliaient et plaidaient, mais l'homme n'avait aucune pitié. Jamaka s'asseyait tranquillement dans un coin, le visage marqué de larmes. Elle pensait à sa mère, une veuve qui n'avait rien à donner. « Maman, » murmurait Jamaka pour elle-même, sa voix se brisant, « comment vas-tu me sauver ?» Loin, dans une petite maison humble, la mère de Chaka s'agenouillait près de son lit, les genoux douloureux et les yeux rougis de pleurs, mais elle refusait de s'arrêter. « Dieu, écoutez-moi » priait-elle, sa voix tremblante mais forte. « Ramenez ma fille à moi, ne laissez pas qu'il lui fasse du mal. » Chaque nuit, la mère de Chaka pleurait et priait, ses mots s'élevant vers les cieux comme la fumée d'un feu ardent. Mais, de retour dans la forêt, l'espoir de Chaka commençait à s'évanouir. La colère des kidnappeurs grandissait comme une tempête, et les étudiants se demandaient s'ils verraient un autre jour. La forêt devenait plus silencieuse chaque nuit passante, comme si même les animaux avaient peur de bouger. Les étudiants savaient une chose, le temps leur échappait. La 7e nuit arrivait, et la forêt était silencieuse, lourde d'un calme inquiétant. Les étudiants se blottissaient ensemble, leur respiration peu profonde. Les kidnappeurs s'asseyaient près de leur feu, leurs visages ombragés par les flammes vacillantes. Mais quelque chose était différent cette nuit-là, les hommes étaient agités, leurs voix tranchantes comme du verre brisé. « Je veux plus d'argent » criait soudainement l'un des hommes, brisant le silence. Il se levait, les poings serrés. « J'ai fait le plus dur, je mérite plus. » Les autres se tournaient vers lui, leurs yeux se rétrécissant comme des faucons. « Quel travail as-tu fait » répliquait un autre. « Nous travaillons tous ensemble, tu n'obtiens pas plus que le reste. » Le premier homme s'approchait, sa voix montant comme le tonnerre. « Ne mens pas, j'ai tout planifié, sans moi, vous n'auriez rien. » L'argument devenait de plus en plus fort, les mots tranchant la nuit comme des couteaux aiguisés. « Tu es avide » criait l'un. « Tu penses être meilleur que nous » grognait un autre. Puis, comme une tempête qui éclate, ils commençaient à se pousser et à se bousculer, les poings volaient et les insultes remplissaient l'air.
Leurs armes tombaient au sol, oubliées dans leur rage, leurs yeux aveuglés par toute autre chose. Dans un coin, les étudiants regardaient avec de grands yeux, le cœur battant. Ali se penchait vers Jamaka et chuchotait « Qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux de chacun ne quittaient jamais les hommes, son esprit s'affolant. « Ils se disputent à propos de l'argent, disait-elle doucement. Puis, comme une étincelle allumant du bois sec, une idée se formait dans sa tête. « C'est notre chance, murmurait Jamaka, sa voix ferme. Nous devons nous échapper maintenant. » Les autres étudiants la regardaient, leur peur se transformant en détermination. Les kidnappeurs étaient trop occupés à se battre pour les remarquer. Le moment d'agir était venu. La bagarre des kidnappeurs faisait rage, leurs cris remplissant la forêt comme une tempête, les poings volaient et les insultes se déversaient dans l'air, leurs armes gisant oubliées sur le sol, et leur rage les aveuglant à tout le reste. Jamaka chuchotait de manière urgente, « Maintenant, détache tes cordes. » Ses doigts bougeaient rapidement, desserrant les nœuds autour de ses poignets. Les autres suivaient, leurs mains tremblant alors qu'ils travaillaient rapidement pour se libérer. « Allez, allez, pressait Ali, sa voix basse mais ferme. Pieds nus et désespérés, les 4 étudiants se levaient et couraient dans la forêt. L'obscurité les engloutissait, les branches déchirant leurs vêtements et éraflant leur peau. La forêt semblait vivante, ses arbres s'étendant comme des griffes pour les attraper. « Ne regarde pas en arrière, haltait Jamaka, son souffle lourd. Continue de courir. » Mais le son de leur évasion atteignait les kidnappeurs. L'un des hommes cessait de se battre et se tournait brusquement. « Il s'enfuit » criait-il. Les kidnappeurs saisissaient leurs armes et se précipitaient à leur poursuite. Les étudiants couraient plus vite, le cœur battant comme des tambours, mais les kidnappeurs se rapprochaient. Soudain, un coup de feu retentissait dans la nuit, les gelant sur place. Les kidnappeurs avaient rattrapé. Avant que quiconque puisse réagir, Tommy criait alors qu'un des hommes la saisissait. « Courez » cria-t-elle, sa voix se brisant. « Sauvez-vous, ne vous arrêtez pas. »« Non, nous ne pouvons pas te laisser » criait Jamaka, les larmes coulant sur son visage. Mais les autres kidnappeurs se rapprochaient, et Olive tirait Jamaka en avant. « Nous devons y aller » disait-il, sa voix tremblante. Alors qu'il courait, un autre coup de feu retentissait, plus fort que le premier. Le cri de Tommy s'arrêtait, le son de sa voix, autrefois si pleine de vie, disparaissait. Les larmes brouillaient la vision de chacun, mais elle continuait de courir, ses jambes semblant vouloir céder, mais elle avançait, le cœur lourd de chagrin et de peur. Enfin, après ce qui semblait une éternité, il voyait un scintillement de lumière au loin. C'était un village, sa lueur chaude perçant l'obscurité froide de la forêt. Les 3 trébuchaient dans le village, leur corps faible et tremblant. « Aidez-nous » criait Jamaka, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, aidez-nous. » Des villageois sortaient en courant, leurs lanternes éclairant les visages des étudiants, pâles de peur et d'épuisement. Un vieil homme s'avançait. « Que s'est-il passé, mes enfants » demandait-il, sa voix empreinte d'inquiétude. « Nous avons été kidnappés » disait Ali, sa voix tremblante. « Ils ont tué Tommy, ils sont encore dans la forêt. » Les villageois ne perdaient pas un instant, certains enveloppaient les étudiants dans des couvertures et leur donnaient de l'eau, tandis que d'autres couraient prévenir la police. Jamaka s'asseyait par terre, ses larmes tombant silencieusement. Tommy était parti, et le poids de cette perte pesait lourdement dans l'air. Mais pour les 3 qui avaient réussi à s'échapper, le cauchemar était enfin terminé. Le village leur avait offert un refuge, et maintenant, la justice était en route. Le soleil du matin se levait lentement, peignant le village d'or doux, l'air rempli du chant des oiseaux, mais Jamaka, Ali et Kumi étaient trop fatigués pour le remarquer. Ils avaient à peine dormi, leur esprit repassant les horreurs de la nuit précédente. Les villageois avaient alerté la police, à l'aube, des officiers arrivaient dans leur fourgon, armés et prêts. « Montrez-nous où ils sont » disait un officier. Ali, la main tremblante, pointait vers la forêt. La police se déplaçait rapidement, leurs pas fermes et déterminés. Les kidnappeurs encore dans la forêt étaient capturés avant de pouvoir s'échapper, leurs cris et malédictions résonnant à travers le village alors que les officiers les emmenaient, leurs armes confisquées. « La justice sera rendue » déclarait l'officier en chef, sa voix ferme. Les étudiants,
bien que toujours ébranlés, sentaient un petit poids se lever de leur cœur. Vers midi, Shamaka, Ali et Kumi étaient escortés de retour chez eux. Shamaka restait silencieuse dans le fourgon de police, ses mains serrant le bord de son siège alors que le véhicule roulait dans son quartier. Elle voyait sa mère debout dehors, les yeux rouges de nuit sans sommeil passer à pleurer et à prier. Au moment où Shamaka sortait, sa mère courait vers elle, l'enveloppant dans une étreinte serrée. « Shamaka, ma fille », pleurait-elle, sa voix tremblante d'émotion. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle embrassait le front de Jam. « Dieu a entendu mes prières, tu es vivante, tu es en sécurité. » Shamaka s'accrochait à sa mère, ses propres larmes tombant librement. « Maman, je pensais que je ne te reverrais jamais, » murmurait-elle, sa voix se brisant. Plus tard, alors qu'elles s'asseyaient ensemble dans leur petite maison, Shamaka racontait tout ce qui s'était passé. Sa mère écoutait, tenant sa main fermement, le cœur brisé pour la fille qu'elle avait failli perdre. Ali et Kumi retournaient également auprès de leur famille, accueillis par des étreintes et des larmes. La douleur de perdre Tommy pesait lourdement sur eux, mais ils promettaient d'honorer sa mémoire en étant plus prudents à l'avenir. Au fur et à mesure que les jours passaient, les étudiants réfléchissaient à l'épreuve. Cha parlait doucement à sa mère un soir, les yeux pensifs. « Maman, tout le monde qui semble impuissant ne peut pas être digne de confiance. Nous pensions aider cette vieille femme, mais c'était un piège, disait-elle. » Sa mère acquiesçait, sa main reposant doucement sur l'épaule de Shaka. « La gentillesse est bonne, mon enfant, mais elle doit être mélangée avec la sagesse. N'oublie jamais cela. » Ainsi, la vie reprenait lentement son cours normal. La forêt, les kidnappeurs et la terreur devenaient partie d'une histoire que les étudiants n'oublieraient jamais, mais ils avaient aussi appris quelque chose de puissant, faire confiance à leurs instincts, rester prudents et ne jamais tenir la sécurité pour acquise. Pour Mara et ses amis, la maison n'était plus seulement un lieu, c'était un rappel de survie, d'amour et de seconde chance. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Si c'est le cas, veuillez aimer la vidéo, commenter ce que vous avez appris de la Taal, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.